Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la style, Thierry hashtag Henry, épisode donc 119. Aujourd'hui donc on va parler donc de gros marketing, growth marketing comme a dit mon invité. Donc on va parler donc t'aider, de prendre toutes les techniques des startups pour pouvoir donc scaler donc son business, que ce soit donc youtubeur, que ce soit solopreneur, patron de TPE. Tu as besoin de faire du marketing et de grandir assez rapidement. Donc pour tout ça donc j'ai invité un expert. Donc avant tout on va donc remercier le sponsor. A tout de suite après, on va remercier le sponsor. Comment créer vite en ligne simplement? Grâce à Shopify, plus d'1 million d'e-commerçants dans le monde gèrent leur entreprise en ligne. Ils ont tous fait confiance à Shopify pour créer leur boutique. Shopify propose des thèmes gratuits et complets pour lancer ta boutique rapidement. Shopify s'occupe de tout, du marketing à des paiements, aux transactions sécurisées et à l'expédition. Tu vas aussi obtenir des conseils étape par étape pour t'aider à lancer et à développer ton entreprise en toute sécurité. Essaye pendant 14 jours sans risque avec le lien suivant thierry-henry.fr/shopify thierry-henry.fr/shopify SHOPIFY. Comment personnaliser donc les messages à tes clients grâce à Klaviyo qui est donc mon nouveau partenaire. Donc c'est une plateforme de marketing pour les marques qui se concentrent sur la croissance dès le premier jour. Donc, grâce à Klaviyo, tu vas pouvoir développer ta marque avec des expériences personnalisées par email, par SMS, donc qui évolue donc tous les jours. Comme tu connais le mobile, c'est quelque chose qui évolue tous les jours. En quelques secondes, tu vas libérer la puissance du marketing personnalisé pour ta boutique Shopify. Avec Klaviyo et Shopify, tu peux commencer à envoyer des messages plus personnels et mieux ciblés en quelques secondes. Klaviyo collectera et stockera de manière transparente toutes les données pertinentes sur tes clients afin que tu puisses les utiliser pour offrir des expériences mémorables, générer plus de ventes et créer des relations plus solides avec tes clients. Pour t'inscrire gratuitement et tester la plateforme, va sur thierry-henry.fr/KLA. Donc thierry-henry.fr/KLA. Donc de retour après avoir remercié les sponsors aujourd'hui. Donc j'ai Yann Leonardi qui est un expert donc du gros marketing qui va donc nous donner toutes les techniques qu'il a appris donc soit en tant que consultant, soit en tant que à son compte donc pour aider donc les structures à développer donc leur business en étudiant aussi donc les autres sociétés. Moi c'est comme ça que je l'ai connu hein, en étudiant donc les différentes startups ou les stars hein. C'est parce que ça reste toujours des techniques assez spéciales pour pouvoir donc se faire connaître, faire du bruit, ramener des clients et ensuite les transformer et avoir des recommandations, enfin des revenus. Tout ce qu'il va nous dire. Je ne vais pas rentrer donc dans le vif du sujet. Donc si tu aimes le podcast, n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu es sur YouTube, à commenter et à partager. Et puis donc moi je te dis à tout de suite avec Yann. Salut Yann, comment tu vas? Salut Thierry, ça va et toi? Très bien, merci. Il fait chaud, mais bon, on va pas se plaindre. Donc aujourd'hui, on va parler donc de gros marketing. C'est bien parce qu'on est entre podcasteurs. Hein, tu as aussi un podcast, donc ça va être plutôt cool. Hein. Il n'y aura Ouais, pas je de pense que ça va bien se doute. passer. Voilà. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc Yann, je te laisse te présenter, puis ensuite on va partir donc sur les techniques de start-up utilisées par les TPE, PME qui veulent donc grandir assez rapidement. Ouais, alors moi je suis donc growth marketer. J'ai vu que tu avais eu un peu de mal à la prononciation sur les parties gros marketer, mais je t'avoue que j'ai mis beaucoup de temps à réussir à le prononcer correctement et encore même maintenant j'ai un peu de mal. Donc déjà c'est un peu voilà, c'est la première étape, c'est réussir à prononcer son propre métier. Mais en très gros, euh, grosse marketing par rapport au marketing, c'est-à-dire que le marketing, on va traditionnellement être plus dans l'acquisition. Le growth marketing va avoir une vision sur l'ensemble de l'expérience client. Donc, on aura l'occasion sûrement de reparler de mon framework préféré, qui s'appelle le framework A. Mais en très gros, ça prend en compte la rétention des clients, est-ce qu'ils font du bouche à oreille ou pas, et après, in fine, le revenu. C'est-à-dire qu'on peut identifier un canal d'acquisition qui va être le moins cher, mais en fait, c'est peut-être pas ces gens-là qui vont ramener le plus d'argent à la fin. Donc, le growth marketing, c'est avoir l'ensemble de l'expérience client sous les yeux pour grossir son activité. Donc ça, c'est mon expertise, on va dire. Et moi, je viens du monde des startups. Donc, dans le monde des startups, il y a beaucoup de méthodes dans cette discipline parce que justement, ils ont des petites équipes et ils ont besoin de trouver des solutions. Sur une grosse boîte, on aura l'équipe produit, l'équipe marketing, l'équipe ceci, l'équipe cela, l'équipe customer success. Sur les petites startups, voilà, faut se débrouiller. Donc du coup, c'est une discipline un peu transverse qui a été inventée pour faire grossir l'activité de la startup rapidement. Et moi, un peu mon cheval de bataille, c'est de dire que en fait, ces méthodes qui sont utilisées dans le monde des startups,
sont tout à fait applicables sur n'importe quel type d'activité et pas seulement dans le monde des startups, dans le monde tech. Et souvent, les gens qui sont voilà, sur d'autres types d'activités, ils vont regarder ça, ils vont se dire ah mais c'est pas pour moi, ça me fait peur et en fait pas du tout. Ces méthodes-là sont tout à fait applicables. Il faut juste un peu pas creuser dedans et moi j'ai un peu ce rôle-là de montrer des exemples pour dire aux gens bah vous pouvez les utiliser, allez-y quoi parce que c'est utile pour la croissance de votre activité. Je précise bien, comme tu as dit, hein, on va donc parler de techniques que font les startups, même si certains petits le font. Plutôt donc là, si ceux qui écoutent, on est consultant, coach, blogueur, infopreneur, enfin, tous les structures, on est plutôt en TPE, donc un ou deux ou trois personnes, même plus si pour ceux qui écoutent, on va donc utiliser ces méthodes en étant donc peut-être plus light parce qu'on n'a pas peut-être tous les outils, toutes les personnes. Donc déjà une chose à différence, parce que la dernière j'avais interviewé plutôt un black hatter Gros hacker. ou gros hacker. Non, parce que moi j'aime bien, parce que souvent on utilise les thèmes pour faire les malins, parce que moi on m'a toujours dit que quand on dit gros hacker, c'est pour éviter de dire black hat, tu vois. Ouais. Et quand on dit des fois gros marketing, c'est parce que les gros ont utilisé souvent des méthodes pour aller très vite, qui sont entre parenthèses borderline, mais elles se sont vite remis dans le cadre pour dire qu'elles sont propres, et elles interdisent aux gens de faire pareil, donc que ce soit Google, que ce soit Facebook, surtout avec les emails et autres. On fait des trucs pour grandir très vite, mais elles interdisent bien sûr à leurs utilisateurs de faire la même chose. Donc, Ouais. je sais pas si tu as un peu le même état d'esprit. Est-ce que donc, toi, il y a une différence entre donc, gros hacker et gros marketeur? Quelle est la différence pour ceux qui ne rentrent pas dans les termes? Ouais. Alors, gros hacking, effectivement, tu as raison, l'analogie fonctionne avec le SEO. En fait, il y a l'idée un peu d'être un peu borderline et d'être un peu comme les black hat SEO. Voilà, de flirter avec la ligne jaune. Et donc, c'est un peu cette analogie qui va fonctionner. Mais en fait, le gros hacking, c'est un truc qui a été inventé en 2010 par Sean Ellis. Et en fait, c'était une activité qu'il avait déjà, mais il l'a juste rebrandé, tu vois. En fait, il l'a rebrandé pour créer une discipline un peu sexy. Et du coup, ça a un peu voyagé dans le monde. Et les gens se sont dit ah c'est génial le gros hacking, moi je veux en faire tout ça. Et c'était ça s'est véhiculé avec des exemples du genre Airbnb, ils ont fait ça, ils ont utilisé Craigslist. C'est des histoires que un peu tout le monde connaît dans l'entrepreneuriat. Ils ont mis leur annonce sur Craigslist et du coup ça a amené du trafic sur Airbnb. Ça c'est plein de petites histoires comme ça et du coup les gens se sont dit ah moi aussi je veux faire du gros hacking. Le truc c'est les gens ont tendance à pas aller jusqu'au bout de la démarche et Sean Ellis s'est pas arrêté là. Il a inventé pour trouver les hacks, donc trouver les petits trucs, il a inventé un gros hacking process. Donc c'est un process d'itération rapide où on fait des sprints de tests. En fait, on se réunit, on essaie de trouver des hypothèses. Après, on les teste. Enfin, d'abord, on les priorise, savoir lesquelles on va tester cette semaine. Après, on les teste. Après, la semaine d'après, on voit les résultats. Et après, on décide qu'est-ce qu'on va automatiser ou pas. Et en théorie, alors je vous dis la théorie, c'est qu'un gros hacker est censé utiliser ces process d'expérimentation rapide. Quelqu'un qui vous dit je fais du gros hacking et qui n'utilise pas ces process, déjà, il n'est pas dans les clous, en théorie. Après, souvent, le gros hacking, ça va se limiter à je vais chercher des hacks pour l'acquisition. Et alors, dans le terme gros hacking, il y a growth, et growth, c'est la croissance. Et c'est là. Juste pour te couper, parce qu'il y a souvent des gens qui me disent, mais quelle langue tu parles? Les hacks et les petites techniques Ouais. pour pouvoir, c'est le mot anglais pour dire que c'est des techniques qui Oui, sont c'est ça. haut de En fait, gamme pour pouvoir atteindre des clients ou faire des En choses fait, mieux, on va dire. souvent, l'idée générale sur le gros hacking, c'est qu'un petit hack, ça va être un truc qui va détourner une faille une faille sur une plateforme genre Facebook ou alors un usage, tu vois. Moi, j'avais trouvé un gros hack sur Twitter, par exemple, qui n'existe plus. Mais le truc, c'est qu'après, au bout d'un moment, la faille est refermée. Donc, du coup, c'est juste une question de temps avant que ce soit refermé. Et du coup, c'est des opportunités de croissance. Alors, je te dis Souvent, rapidement. souvent, il y en a même souvent, parce qu'on en parle souvent sur le podcast, il y en a souvent dans les plateformes qui sont nouvelles. Ça veut dire qu'elles Oui, laissent bien un sûr. peu, c'est un peu le Far West, puis après elles referment tout doucement et après c'est fini. Exactement. Tu vois, moi, sur Twitter, par exemple, j'utilisais beaucoup les listes et j'avais une application mobile de déménagement à la demande. Et j'avais un robot qui faisait des recherches sur les mots-clés demain je déménage ou des trucs comme ça. Et je les mettais dans des listes qui s'appelaient il a besoin d'un coup de main pour déménager. Et c'était le titre de la liste. Et en fait, il se trouve que quand tu crées une liste et tu mettais des gens dans une liste, ça envoyait une notification au mec et qui disait vous appartenez maintenant à la liste, il a besoin de déménager.
Et du coup, il allait voir de quoi il était question. Et il y avait des gens qui allaient voir le service, qui s'inscrivaient, tout ça. Et c'était un truc qui marchait plutôt bien. Il y avait même des gens qui disaient oui, enlève-moi de ta liste, alors, comme s'il y avait un rapport et qu'ils pensaient qu'il était prisonnier dans une liste. Enfin, c'était assez fort finalement. Et tu vois, après, hop, ça s'est coupé. Donc ça, c'était un hack que moi, j'avais trouvé justement en faisant des itérations. Mais là où il y a un gros malentendu, et ça, c'est mon plus gros problème avec le terme gros hacking, c'est que c'était censé hacker la croissance et pas l'acquisition. Et la plupart des gros hackers, ils font que de l'acquisition. Et là, on en revient à mon framework AR, donc que j'ai rapidement évoqué, qui est pour moi le framework du gros marketing, où dans le gros marketing, on ne va pas forcément faire des hacks. En fait, on va identifier à quel endroit on va pouvoir faire grossir l'activité, à quelle étape du modèle c'est le plus important. Donc, par exemple, AR, c'est 2A, 3R, AA, RRR. Le premier A, c'est acquisition, donc les gens arrivent. Le deuxième A, c'est activation. C'est là où ils comprennent la valeur ajoutée de ton service, de ton contenu, de tout. Après, c'est la rétention, le R. Donc, est-ce qu'il reste? Est-ce qu'il reste en contact? Est-ce que tu peux revendre des trucs? Est-ce qu'il reste dans ta communauté? Le deuxième R, c'est le referral, la recommandation. Donc, est-ce qu'ils en parlent autour d'eux? Est-ce qu'ils font du bouche à oreille? Et le dernier R, c'est le revenu. Et alors, du coup, le truc, c'est que si tu fais du gros marketing et tu appliques ce modèle sur ton activité, tu vas te dire, bah voilà, moi, je crée du contenu, j'ai une communauté, et ma rétention, elle est nulle. Tout le monde se barre, tu vois. Les gens, ils découvrent mon truc, ils trouvent ça cool, et après, je les perds. Et donc, en fait, la plus grosse opportunité pour toi, c'est sûrement pas d'aller hacker Facebook pour ramener des gens, puisque de toute façon, tu vas faire venir des gens qui vont se barrer. Donc, tu vas remplir un panier percé. Donc, toi, tu dois faire du growth marketing pour régler ton problème de rétention. Et c'est ça, le growth marketing, c'est d'avoir la vision globale sur l'expérience utilisateur et non pas chercher un hack de rétention, mais chercher des techniques, des moyens pour augmenter ce taux de rétention qui est pas assez bas pour pouvoir faire venir des gens en acquisition, en fait. Donc c'est un peu, enfin, je vais pas résumer parce que je pense pas, mais bon, tu vas me dire ce que c'est ça. C'est bien quand tout le monde parle d'inbound marketing, qu'il faut avoir du lead et autres, mais si on n'a pas donc un tunnel de vente et un produit et toute une idée derrière, ça sert à rien. Il faut Ouais, donc dès en le très gros, départ. c'est ça mon propos. C'est-à-dire que si tu fais du marketing et que tu fais que de l'acquisition et tu sais pas ce qui se passe derrière, bah c'est naze ce que tu fais. Tu vois, je vais jusque là. C'est naze parce que tu sais pas si si ça se passe bien en rétention ou pas. Et du coup, tu n'as aucune idée si tes canaux d'acquisition ont un réel impact sur ton revenu. Tu vois, parce que si tu as une rétention et que les gens restent et rachètent, en fait, le même utilisateur, il va te rapporter bah, je sais pas, 10 fois plus qu'un nouveau utilisateur que tu vas faire venir parce que il est fidélisé et que du coup, sa lifetime value, donc c'est un terme de startup encore, la lifetime value, c'est ce que va rapporter un utilisateur ou un client sur le long terme de votre relation. Et du coup, c'est ça que tu vas optimiser en fait. Tu vas optimiser ce que ça te rapporte à un utilisateur et non pas juste faire venir quelqu'un qui paye one shot et qui se barre. Mmh. Mais donc en fin de compte, pour ceux qui écoutent et qui ont déjà, cette partie-là, donc ont déjà, un ou 2 ou des produits, une base, une expertise, un site bien fait et tous les éléments, donc c'est plutôt pour eux. Donc on va un peu partir dans les termes techniques, parce que donc c'est ton domaine. Explique-nous, parce que j'ai fait tout le tour de ton site, j'ai essayé de voir la logique et l'ensemble. Souvent dans les startups et dans le but c'est donc de copier ce qu'ils font, ils parlent souvent donc de produits de market fit. C'est quoi et comment nous on peut l'utiliser chez nous, dans les petites TPE? Ouais. En fait, le product market fit, c'est un terme qui a l'air qui a l'air de faire flipper un peu, mais qui est un terme essentiel parce qu'en fait, si tu as trouvé ton product market fit ou si tu l'as pas encore trouvé, eh ben, tu dois pas faire les mêmes actions. C'est-à-dire que le product market fit, c'est quand ton produit, et là, je suis sur le sens large du terme produit. Si tu es un influenceur, c'est le contenu que tu vas proposer, tu vois. C'est l'ensemble de l'expérience avec ce que tu proposes. C'est pas juste un produit, un article que tu vas vendre, tu vois. Le produit, c'est l'ensemble. Et du coup, le produit, il va rencontrer une audience cible avec le bon message. Voilà, tu as trois paramètres. Et forcément, si tu te rates sur ce que tu proposes, donc le produit, si tu te rates sur le message, sur si tu n'emploies pas les bons termes ou si tu n'adresses pas le bon problème, l'audience cible ne sera pas réceptive. Et tu peux aussi te tromper d'audience cible. Tu peux te dire, à mon avis, c'est eux qui sont mon audience cible, et en fait, c'est pas eux. Tu vois. Donc, en fait, en théorie, dans les startups, on a une première phase où on cherche le product market fit. Et dans ce cas-là, on ne va pas faire de marketing. En fait. On va juste faire venir
un petit flux constant de clients ou d'utilisateurs ou de leads juste pour tester. Et donc, on va tester quelle offre on propose, avec quel langage, avec quel code linguistique ou esthétique pour aller avec quelle audience cible, tu vois. Si je m'adresse à des développeurs geeks, je vais sûrement pas utiliser les mêmes termes que si je m'adresse à des meufs qui veulent acheter des fringues sur Instagram, tu vois. C'est hyper important. Alors évidemment, ça c'est le grand écart ce que je te dis, mais tu vois, pour le même produit, tu peux avoir plusieurs audiences cibles possibles, tu vois. Et en fait, ce qu'il faut que tu trouves, c'est vraiment le sweet spot, c'est quelle est la bonne audience qui réagit vraiment avec quel message pour vendre ton produit, tu vois. Et alors, tu peux modifier tout. Tu peux modifier ton produit, tu peux modifier ton message, tu peux modifier ton audience cible. Tu peux même faire semblant de modifier ton produit. C'est ce que font les startups, c'est-à-dire qu'elles vont faire des landing pages en proposant quelque chose qui n'existe pas, mais en faisant croire qu'il existe, juste pour tester et voir s'il y a un product market fit. C'est ce que font un peu en infopreneuriat des fois. Donc, on fait un lancement de produit, en fin de compte, qui n'est pas un produit qui n'est pas encore là. Et en fin de compte, c'est à cause des questions des clients ou grâce aux questions des clients et des demandes et des webinaires qu'on fait avec qu'on va commencer à créer le produit et tout le monde modifier. Ou ce qu'on fait un peu, je crois, dans le software aussi. Hein. On lance un produit qui n'est pas fait, on sait très bien qu'on aura des Exact. remarques. Et grâce aux remarques, on évolue tout doucement. Ouais, ouais, c'est un peu ça l'idée. Et en fait, tu peux même être complètement fictif, hein, n'avoir rien du tout, même pas un produit de base, et faire juste des landing pages. Et en fait, tu trouves le product market fit. Et une fois que tu l'as, et ben, là, du coup, tu peux faire du marketing. Tu peux commencer à chercher, faire de l'acquisition. Après, tu places ton framework art, du coup, sur l'ensemble de ton activité. Et tu vois, bon, alors, ils arrivent sur mon produit, mais ils se barrent, ou alors ils comprennent pas vraiment tout de suite la valeur ajoutée, donc l'activation n'est pas géniale. Ils n'en parlent pas autour d'eux. Comment on pourrait faire pour augmenter la recommandation, qui le bouche à oreille. Et c'est là où tu vas optimiser, où tu vas faire entrer des gens et tu vas faire de l'acquisition. Mais Bah, pas ouais. avant d'avoir trouvé le product market fit. Ben, développe-nous un peu l'art, donc l'acquisition, l'activation, la rétention, la recommandation et le revenu. Comment toi tu le mets en place, même si donc, tu l'as un peu expliqué au début, à quel moment tu le mets et comment tu l'appliques pour être sûr, parce que c'est vraiment bien expliqué. Ouais. Ouais. Alors en fait, donc le modèle A est un modèle générique et du coup ça veut dire que ça s'applique différemment selon les types d'activités. Mais ça reste toujours le même principe. L'acquisition, c'est quelqu'un qui arrive. L'activation, il comprend la valeur ajoutée du produit. La rétention, il reste. Le referral, il en parle, tu vois. Et le truc, c'est qu'il faut identifier comment s'exprime chaque étape sur ton produit. Donc, par exemple, un YouTuber. Acquisition, on découvre ta vidéo. Ça peut être grâce à l'algorithme, ça peut être grâce aux recherches, genre tu as fait une sorte de SEO dans YouTube, ça peut être des liens directs, genre tu as fait ta newsletter ou tu as envoyé le lien de ta vidéo ou tu l'as mis dans un forum, enfin il y a plein de façons de faire de l'acquisition, tu vois. Ou ça peut être payé, tu vois. Tu as fait du AdWords pour qu'on voit ta vidéo sur YouTube. Donc ça peut être de l'acquisition gratuite, de l'acquisition payante, peu importe. Donc ils arrivent, ils voient ta vidéo et là ils comprennent la valeur ajoutée de ton produit. Donc, tout ce que tu représentes, ta marque et tout ce que tu vas proposer comme contenu sur ta chaîne YouTube, ils vont se dire, OK, je vois ce que ça peut m'apporter et ça me plaît. Il est activé et là, il va cliquer sur je m'abonne. La métrique d'activation pour une chaîne YouTube, c'est je m'abonne. Ça, c'est clair. Après, c'est la rétention. Comment tu vas faire pour qu'il reste en contact? Alors, la rétention numéro un sur une chaîne YouTube, bah, c'est activer la cloche, tu vois. Donc, activer la cloche, là, du coup, tu peux être sûr que tu pourras revenir en contact avec lui. C'est un peu comme les notifications push dans les applications mobiles ou les newsletters dans les e-commerce, tu vois. Et pour le coup, il y a très peu de monde qui active la cloche. Alors, il faut que tu trouves un moyen d'avoir une rétention malgré le fait que même s'ils sont abonnés, ils vont pas forcément voir tes vidéos. Alors, est-ce que tu vas leur dire suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Twitter pour créer cette rétention? Est-ce que tu vas les faire abonner à une newsletter pour créer cette rétention? En fait, tu vas trouver des solutions pour améliorer la rétention. Parce que plus tu auras de rétention, et plus tu auras de monde qui va regarder tes vidéos, ta prochaine vidéo, et plus ça va déclencher l'algorithme, et plus ça va faire venir d'autres gens en acquisition. Et après, tu as la partie referral, c'est-à-dire que s'ils ont vraiment kiffé, ils vont peut-être partager ta vidéo, en parler. C'est-à-dire que moi, j'ai fait récemment une vidéo sur ma chaîne YouTube sur le marketing d'un créatif. C'est un YouTuber qui a fait des analyses marketing. Je pense que pas mal de monde le connaît parce que c'est un peu marrant. Et en fait, j'explique qu'il utilise vraiment toutes les bonnes techniques Tu pour parles de son. la vidéo, je crois, sur la personne qui parle de finance, c'est ça là? Du MLM? Non, ça Une c'est autre. JP Fanguin. Ah, d'accord.
En fait, depuis, j'ai fait une vidéo sur JP Fanguin, donc je parlais vraiment du côté MLM et vendeur de rêve. Et là, par contre, j'ai fait une vidéo sur un créateur, un mec qui s'appelle Un Créatif, et qui fait des analyses marketing où il les D'accord. attaque. En fait, il y a toute une partie branding qui est intéressante, mais j'explique vraiment le truc sur un créateur YouTube, comment ça marche le framework art pour lui. Et alors du coup, évidemment, quand tu vas être clivant, quand tu vas attaquer les gens, et ben, du coup, les gens ils vont avoir envie de te partager, tu vois. Et en fait, il y a plein de petites techniques, que ce soit dans le branding ou dans des méthodes plus processisées pour augmenter ces trucs-là. Ça, c'est un exemple, tu vois, pour la chaîne YouTube. Mais c'est valable pour un e-commerce. Le framework art pour un e-commerce, c'est tu fais venir des gens sur ton site, ils arrivent sur la page produit, ils comprennent la valeur ajoutée que peut leur apporter le produit, parce qu'ils ont lu les testimonials, ils ont lu la description, ils ont lu les arguments d'autorité que tu as mis. Enfin, il y a plein de façons d'augmenter la conversion. Et là, la conversion, là, le ajout au panier, c'est ça l'activation. Donc, au moment où il fait ajout au panier, il est activé. Après, en fait, le truc, c'est que ce n'est pas forcément chronologique, ce framework art. Et c'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas genre, je travaille le A, après je travaille le deuxième A, après je travaille le R de rétention. En fait, il s'avère que selon les modèles, ça va s'interchanger et tes problèmes, tes priorités ne seront pas forcément au début du funnel. Comme je... Le YouTube, en fin de compte, l'explication était simple, mais ce qui me manquait, alors je sais pas si je t'ai coupé dans. Est-ce que tu as mis la partie revenu donc, pour YouTube? Alors non, je t'en ai pas parlé parce Ah, qu'en je fait, me dis. là, pour le coup, un YouTuber a plein de façons de monétiser. D'accord. Parce que Ça moi, il y a peut un truc être... qui me dérange par rapport à ça, même si c'est très bien expliqué, et je pense que la méthode art est vraiment à apprendre à appliquer. Parce que là, c'est bien que tu es passé sur les cas, parce que l'e-commerce et YouTube, il y a une grande différence, qui Ouais, est une règle de base dans l'e-commerce, dans le business en ligne et l'entrepreneuriat en général, c'est que avec YouTube, c'est pas chez toi, donc tu récupères pas le mail. Avec l'e-commerce, l'ajout de panier, en général, s'il va plus loin, tu récupères le mail. Après, bon, tu exactement. vas me dire qu'il y a d'autres techniques avec YouTube, tu peux avoir le mail plus tard, mais c'est peut-être, même si, donc, comme tu dis, tu peux l'appliquer partout, mais tu l'as dû, je crois, indirectement, ça va changer selon le business model. C'est ça? Ouais. Et en fait, quand tu as conscience de ces problématiques-là, bah, du coup, tu vas choisir des business en fonction de ça parce que tu vas te rendre compte de là où c'est plus facile. Par exemple, moi, je connais des entrepreneurs qui veulent faire que des SaaS B2B. Ils veulent rien faire d'autre. Et Je les comprends. c'est C'est un uniquement bon lié business. au framework art. Parce qu'en fait, comme le business model est un abonnement, eh ben, ils se disent, voilà, j'ai réglé le problème de la rétention. Tu as le MMR surtout, ouais. Tu vois? Ça, c'est un bon business. Et du coup, en fait, c'est vraiment lié au gross marketing. C'est-à-dire qu'ils se disent, voilà, j'ai mon framework A et en fait, j'ai déjà la rétention, c'est réglé. J'ai rien fait, mais avec le business model abonnement, j'ai réglé un problème, tu vois. Et ça, c'est énorme. Et du coup, je comprends que les gens, ils veulent faire que ça, puisque ça facilite le truc, tu vois. Et par exemple, il y a d'autres business models qui vont être une galère pour le framework A. Le dropshipping, c'est une putain de galère. En fait, tu fais venir des gens, tu vas leur vendre un truc one shot. Et en fait, alors je te parle du dropshipping un peu sale, hein, je parle pas du dropshipping Ouais, qui est super bien fait. j'ai vu que tu le descendais un petit peu. Ouais. Mais tu J'ai vois, pas le cliqué. dropshipping sale, le problème, c'est que en fait, tu envoies un produit, donc ça va mettre 3 semaines à arriver, le packaging va être dégueulasse. En plus, il y a des grandes chances que la personne soit déçue par rapport à la photo. Et ben, tu n'auras pas de rétention. C'est-à-dire qu'il ne va jamais racheter une deuxième fois, tu vois, sur ce modèle-là. Et du coup, tu mets toute la viabilité de ton business sur ta force d'acquisition. Et tu te prives de tous les leviers gross marketing sur rétention, recommandation, tout ça, tu les auras jamais. Et c'est pour ça que, en fait, il y a des business où c'est plus dur, tu te tires des balles dans le pied, parce que justement, tu te prives de ces leviers, parce que soit tu n'en as pas conscience, soit parce que tu n'as pas le choix aussi. Il y a des gens qui font du dropshipping parce qu'ils ont zéro mise de fonds, ils connaissent personne, et donc ils n'ont pas le choix. Il n'y a que ça qui permet de mettre un pied dans l'entrepreneuriat. Et Donc, puis, c'est leur connaissance du business. Et c'est un peu, parce que là, j'allais te parler de l'affiliation que moi j'aime bien, même si j'en fais un peu ouais. moins. Je suis plus dans l'e-commerce maintenant. Mais c'est vrai que c'est des business faciles d'acquisition. C'est pas, Oui, je oui, dirais même des business faciles d'entrée. C'est-à-dire que c'est pas pour débutants, mais quasiment. Et c'est que tu penses qu'à l'argent tout de suite. Tu dis pas, je vais créer un groupe, une société. Tu vas créer ouais, quelque chose de sérieux. L'art, comme c'est expliqué, c'est vraiment pour vraiment avoir une technique et une méthode c'est ça. globale. Ce qui fait que bah, là, tu poses quelque chose. Je dis pas que ça marche tout seul, mais bon, quand tu fais bien les choses, bah, après, tu as un tunnel qui continue, quoi. C'est assez simple. C'est C'est ça. pour En te fait, simplifier la vie, en fin de compte. ouais, c'est ça. En fait, dropshipping et affiliation, c'est pour coffrer un peu. Mais si un jour, tu as envie de monter un truc et d'avoir un truc sur le long terme, bah, en fait, tu es obligé de considérer ces étapes-là.
D'accord. Et donc, parce que là, t'en as bien parlé. Donc, dans l'arc, dans quel, bon, on a compris que c'est dans les startups que ça se passe mieux dans le SaaS. Est-ce que tu as d'autres métiers qui sont plutôt des business, des petites TPE qui sont plutôt l'audience où ça marche bien et comment tu peux mieux l'appliquer? Parce que, comme tu l'as expliqué, en fin de compte, je vais vous poser deux questions. Hein, je t'ai un peu t'embrouiller. Parce que là, tu l'as mis sur YouTube. Mais quand souvent on est sur un business, on a plusieurs leviers d'acquisition. Donc, est-ce que chaque fois que tu modifies, donc tu vas sur YouTube, tu fais un 1A, tu vas sur ton blog, tu fais un 1A, tu vas sur Pinterest, tu fais un 1A, donc chaque fois il est différent. Ou tu Ouais. peux en faire un global. C'est marrant parce que tu as trouvé effectivement le. Je voulais pas embrouiller les gens dès le début, mais bon, on va le faire quand même du coup. Ouais, en fait, tu as plusieurs arts en fait. En fait, dès que tu as un truc qui nécessite une croissance, enfin, pas qui nécessite, mais dont tu aspires à la croissance, tu vois, qui est indépendant, qui peut se suffire à lui-même et qui peut croître, un framework art s'applique. Un compte Instagram, je découvre ton post, je regarde ton compte, je trouve ça cool, je m'abonne, activation. Je reste en contact avec tes posts. Alors du coup, toi, tu vas faire des posts, tu vas faire des stories avec des quiz pour que moi je m'engage et que du coup l'algorithme il comprenne que je me suis engagé. Donc du coup, il va voir, je vais voir les prochains posts que tu fais. Rétention, tu vois. En fait, tu vas utiliser plein de trucs pour maintenir les gens engagés, pour que la rétention elle reste là. Après, tu vas essayer de faire un concours où tu vas taguer deux personnes. Recommandation, referral. Tu vas toucher le cercle de tes abonnés. Et en fait, le revenu, c'est quand tu passes par exemple, tu as un e-commerce et un compte Instagram. Le revenu, c'est quand tu vas les convertir sur ton site après. C'est-à-dire que quand tu vas réussir à monétiser cette communauté que tu as fait grossir avec le framework art, tu vois. Le R te fait passer dans le gros art de ton activité. C'est-à-dire que du coup, à partir du moment où ils arrivent sur ta page produit, eh ben, ils sont finalement dans le art de ton e-commerce. Et dans ce cas-là, la rétention, ça va être de les faire racheter à nouveau. Donc en fait, tu as plusieurs degrés de art. Tu as le art de ton compte Instagram, puisque tu peux faire grossir ton activité comme ça. Et puis, tu as le art de ton activité globale, qui est le revenu et le client qui rachète et tout ça, tu vois. Et du coup, ça se complexifie un peu plus, et tu l'as compris. Et pour comparer en fait, contre tous les canaux, qu'est-ce qui marche le mieux? Parce que bon, là, c'est plutôt vu ton expérience et je pense que, je sais pas si tu fais un peu de coaching, tu aides un peu les groupes. Ouais. Qu'est-ce qui marche le mieux dans cette approche art? Donc plutôt donc l'email marketing, le social marketing, le gros hacking classique, Eh le ben, SEO. écoute, je comprends tout à fait la question et je vais te répondre parce que euh, personne dans le growth marketing, personne dans le growth te dira ça. Mais justement, moi, j'ai identifié la meilleure des opportunités pour faire augmenter tous les leviers du framework A. Et en fait, c'est dans le branding. C'est-à-dire que, OK, tu peux scraper LinkedIn, tu peux faire du cold email, OK, mais tu n'es pas tout seul. C'est pas toi qui as inventé le truc. C'est-à-dire que les opportunités growth sont quand tu fais un truc différent et que personne ne le fait. Et justement, dans le growth, personne s'occupe du branding, tout le monde s'en bat les steaks. Et c'est là l'opportunité parce qu'en fait, avec un bon branding, quand tu as un moyen de toucher l'affect des gens, l'affect touché, ça va décupler l'activation, la rétention, la recommandation. Parce que du coup, quand tu vas les toucher dans leur affect, ils vont comprendre plus rapidement la valeur ajoutée de ton truc, ils vont adhérer plus rapidement, l'activation va être décuplée. Ils vont rester adhérés avec toi par rapport à ce que tu vas proposer, la rétention va être donc plus forte. Et après, ils vont en parler autour d'eux parce qu'ils sont touchés dans l'affect. Et en fait, le plus gros levier pour moi, pour faire grossir une activité, c'est travailler son branding. Et ça, c'est un truc que personne ne te dira parce que je ne sais pas si ils n'ont pas envie de creuser ou ils préfèrent rester dans les petits hacks à la con. Mais c'est vraiment pour moi la plus grosse opportunité. Moi, ça fait des années que je travaille là-dedans et je vois bien comment tu peux optimiser avec des astuces, des canaux d'acquisition. Tu vois, je veux augmenter mon referral. Bon, bah, je vais faire une offre de parrainage. 10 € pour toi, 10 € pour le parrain. Ok, d'accord. Tout ça, c'est très bien. C'est des trucs qu'il faut regarder chez les autres. Il faut essayer d'adapter, il faut essayer de trouver un truc qui se différencie un petit peu de ce que tu vois. Mais si tu fais le branding, ça va être une couche qui va démultiplier toutes tes actions en fait. Et quand tu vas faire ton programme de referral, il aura beaucoup plus d'impact parce qu'il y aura l'engagement avec l'affect.
Tu Surtout vois, que par exemple. tu seras aidé. Bon, après, je te donne un exemple, mais souvent, parce que j'avais fait une vidéo sur ça l'année dernière, je crois. J'avais rencontré Neil Patel à Las Vegas dans un Oh, séminaire cool. et il disait, enfin, je l'ai rencontré, j'étais dans les troisième rangs et quand je l'avais contacté avant sur mail, alors je sais pas s'il m'a vu, mais dès qu'il a fini, il a couru. Je pense que j'étais pas le seul qui voulait lui parler, donc bon, il a pas eu le temps. Il fallait payer le forfait premium pour rester avec lui. Bon, parenthèse. Et il disait bien que le monde a changé, tous les réseaux sociaux c'est bien, le podcast c'est bien, tout est bien, mais le mieux, ça restera toujours le branding et son image de marque Ouais. personnelle, parce qu'en fin de compte, les réseaux sociaux adorent ça. Quand ils savent, et c'est pour ça que les influenceurs, Instagram et tout marche, c'est que, et qu'on met la petite cloche qui indique que tu es connu, que tu valides ton compte, c'est parce que eux aiment bien pousser ceux qui vous ramènent du monde, entre parenthèses, qui sont des leaders, qui sont en haut de la pyramide. Et il est vrai que si tu as un bon branding, tous les réseaux sociaux vont t'aider à aller mieux, le SEO aussi va aller mieux. Donc, comment tu fais en fin de compte pour réussir dans ton branding? Tu fais pour Est-ce que tu fais du podcast tous les jours? Est-ce que tu fais du SEO? Est-ce que tu fais du SEA pour avoir du trafic? Mais bon, voilà. Est-ce que souvent tu fais l'ensemble? Mais souvent on dit que c'est pas bien de tout faire parce qu'on ne peut pas être expert partout. Comment on fait pour avoir un branding sans être 6ix9ine ou 50 ou Beyoncé, voilà. Et ben, en fait, c'est encore une question de méthode. Et moi, du coup, bah, c'est encore une méthode de startup. Et cette méthode, ça s'appelle le MVB. Donc, tu as dû entendre parler du MVP. Donc, c'est Tout à Minimum fait. Viable Product. Oui, C'est quand tu fais un product, comme tu disais tout à l'heure, voilà, le minimum syndical, un peu à l'arrache, et tu amélioreras plus tard, tu vois. Et ben, tu as la même version avec le branding. C'est MVB, c'est Minimum Viable Brand. C'est-à-dire que tu te poses et tu travailles ton MVB. Alors, le MVB, du coup, ça doit partir du fondateur, enfin des fondateurs, des valeurs des fondateurs. Donc, tu dois identifier des valeurs, une mission, et très important, tu dois identifier un ennemi. Un ennemi que tu vas combattre avec des armes, que tu dois identifier aussi. Et une fois que tu as tout ça, tu pars à la guerre avec une identité visuelle et une tonalité. Tu vois? Et ça, une fois que tu as élaboré ça, tu peux justement le décliner sur toute ton identité. Et c'est ça qui va faire que quelqu'un va adhérer plus à ton projet parce que c'est plus simple à comprendre quand on désigne, en fait, quand tu désignes un ennemi, et ben du coup les gens comprennent immédiatement où tu veux en venir, tu vois. Alors il y a des exemples très simples de ça. Apple, j'ai pensé à ça aussi tout de suite. ouais, voilà. Apple, quand ils sont arrivés dans les années 80, je ne me souviens plus de la date, ils ont fait une pub très connue en mode George Orwell. C'est 84, c'est pour Bah, le c'était Super Bowl. 1984 du coup. Super Bowl, ouais. Ouais. Et ils ont fait une pub très connue où ils attaquaient IBM. IBM était donc l'ennemi. Et du coup, en fait, les gens se sont fédérés parce qu'en fait, tous ceux qui, voilà, ils en avaient un peu marre de IBM, ils trouvaient ça trop mainstream, ou il y a un truc qui buguait, enfin, j'en sais rien, tu vois. Ils se sont fédérés autour de la personne qui les attaquait, tu vois. Et en fait, ça a créé une base de fans hardcore, et c'est là-dessus qu'ils ont construit quelque chose. Mais après, ils ont continué avec Windows, c'est-à-dire que, je sais, ça c'est les années 90, ils faisaient des vidéos où ils n'arrêtaient pas de les attaquer en permanence, en permanence. Ouais, mais ça tombe bien ce que tu dis, parce que ça, c'était permis. Enfin, même si maintenant c'est permis, je crois, en France, mais on le fait pas. Parce qu'à la Ouais, base, c'est un truc spécifiquement américain où tu as le droit d'attaquer ton concurrent. En France, je crois que maintenant, légalement, tu peux le faire, mais personne ne le fait. exact, exact. Est-ce que, donc, nous, pour notre culture, comment on fait? Parce que moi, j'aimerais Alors grandir en toutes mes fait, activités. Est-ce que je me trouve quelqu'un qui est plus fort que moi? Et des fois, ouais, c'est risqué, parce que je ne sais pas si tu as lu, c'est quoi déjà? Sun Tzu, qui dit qu'en général, si quelqu'un est plus fort que toi, faut éviter de l'attaquer. Il faut devenir ami, mais il ne faut pas l'attaquer. Donc, comment là, tu règles ça? Est-ce que moi, je prends le YouTuber qui a 300 et je l'attaque tous les jours et peut-être ça va marcher un petit peu, mais est-ce que je vais réussir à le rattraper? Ou, enfin, tu vois un peu l'exemple? en fait, là, l'exemple de Sun Tzu ne va pas marcher dans le marketing. Mais alors, je vais répondre à ta question, mais juste avant, je veux dire que l'ennemi n'est pas forcément un ennemi personnifié. Ça peut être aussi une pénibilité que les gens ressentent. Ah, attends, alors je vais t'embêter alors encore, parce que là, je suis en train de me tuer le cerveau. Mais non, Donc, non, souvent, justement, je souvent, m'adresse souvent, à ce que tu souvent, disais. quand on est dans l'indépendance financière, bon, certains en abusent un peu. Dire voilà, le CDI, le 9 to 5, c'est Exactement. nul. Ah, d'accord, ok, je La vois. rat race, tu vois, la rat race, par exemple, c'est l'ennemi désigné. D'accord, je vois. Et Ouais, donc, on en fait des tonnes sur la rat race. Genre, vous allez quand même pas avoir un patron, gna gna, tu vois. C'est exactement ça. d'accord. Et pour le coup, pour répondre à ta question, en fait, c'est très lié à tes valeurs, en fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais ce travail de MVB avec mes clients, bah, en fait, je pars des valeurs des gens. Parce qu'en fait, c'est plus cohérent toujours de partir vraiment des valeurs des gens plutôt que fabriquer un branding mytho, tu vois. Et du coup, en fait, si la personne est un peu vindicative,
tu vois, eh ben, je vais aller dans cette direction un peu clivante. Si la personne est hyper bienveillante, je vais pas y aller là-dedans. Et mon ennemi, ce sera une représentation, ce sera pas une personne, tu vois. Au moins la représentation ne peut pas répondre. Ouais, parce que tu vois, la rat race, tout ça, moi, c'est OK hein, comme ennemi. Ça désigne personne en particulier. C'est pas méchant, tu vois, c'est OK, il n'y a pas de problème. Maintenant, quand tu attaques une personne en particulier, là, il faut que dans les valeurs, la personne soit un peu bagarreuse, tu vois, pour tenir le truc. Et Ou, pour le coup, tu me ou disais, sinon, ou sinon, tu fais comme dans le hip-hop, tu t'arranges, mais tu le dis pas, comme Jay-Z et Nas. Tu mais tu vois, t'arranges, et, exactement. euh, et après, 3 mois après, tu te serres la main quand vous avez tous fait des millions. Ah, en fait, quand on s'adore. Mais exactement. En fait, c'est-à-dire que pour arriver t'arrives sur un marché. Alors, il y a une notion qui est bien, je pense que ça vient aussi des startups, les notions d'océan rouge et d'océan bleu. Voilà, c'est des marchés. Océan bleu, il n'y a personne. Mais si, donc c'est cool, tu pourrais dire, ah, il n'y a pas de concurrence, c'est génial. Mais s'il n'y a personne, ça peut être soit parce que tu as trouvé un truc génial, soit parce que justement, il y a des gens qui ont déjà essayé et que ça ne marche pas. Tu vois. Donc c'est plutôt, ça peut être mauvais signe. Océan rouge, c'est qu'il y a déjà des gros acteurs en place et tu es là. Voilà. Bon, comment tu vas faire pour sortir du lot? Donc en fait, tu as deux choix quand tu es sur un océan rouge. Soit tu t'adresses à une niche très spécifique qui n'a pas été adressée par les gros players. Tu vois. Et Mhm. dans ce cas-là, tu vas être plus pertinent pour eux et du coup, ils vont adhérer à ton message. Soit tu vas être très différent. Tu vas te différencier et tu n'as pas le choix. Et donc, le meilleur moyen pour se différencier, le truc le plus facile, c'est d'attaquer les gros players. Ce qui fait que dans le rap, par exemple, technique de lancement de marketing très classique, j'attaque un gros player. Voilà, c'est un truc. Et moi, mon objectif, ça va être qu'il réponde. S'il répond, il me place sur la carte, je fais partie du game. Et, Et s'il répond pas, et s'il répond pas, là, c'est chiant. Là, ah. c'est chiant. Et c'est ça le truc, en fait. Et, Dans euh, ces et cas-là, tu c'est, peux en attaquer plusieurs, parce que c'est vrai que tu peux te dire, bah, j'en attaque 2 3 et il y en a peut-être un qui va répondre. Enfin, c'est un peu le coup technique de vente classique, mais bon, tu en attaques 3 4 et il y en a peut-être un mais qui va tu répondre. vois, et il suffit, en fait, pour avoir le droit d'avoir sa réponse, il faut que ta communauté soit un peu. En fait, tu as une masse critique à respecter avant de pouvoir avoir des réponses des gros players. Au départ, ils vont t'ignorer, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et dès que tu as atteint une masse critique suffisante, là, ils vont te répondre et c'est bon, tu es dans le truc, tu vois. Et comment tu règles le problème alors après? Est-ce que tu as Ah moins bah, de tu le tunnels? règles Bon. pas. Le but, c'est de les tuer. Le truc, c'est qu'en Ah, fait, d'accord, d'accord, ok. comme ils sont mainstream, ils sont gros, ça veut dire que la rançon du succès, c'est qu'il y a plein de haters. C'est comme ça. Quand tu vas arriver à un certain stade, tu auras toujours des haters. Donc toi, c'est de ramasser tous les haters avec toi. Et comment tu monétises les haters? Parce qu'ils sont peut-être pas. Enfin, tu sais, entre parenthèses, un hater n'a pas un bon mindset. Donc, comment gagnes ta vie avec Ah, les je ne haters? sais C'est juste pour avoir du monde et qu'après, derrière, il y a des bons gens sérieux? En fait, le truc, c'est que, alors là, on est sur des exemples très spécifiques, mais tes haters, en fait, ils vont servir de caisse de résonance. Et en fait, je ne sais pas comment on compte ça, mais si on fait la guerre sur les réseaux sociaux, en fait, tu vas avoir besoin que ça se batte dans les commentaires Oui, je vois. Faire du bruit. pour que du coup l'algorithme il se dise tiens il y a de l'engagement sur ce post, je vais le pousser. Et en fait tes haters c'est pas forcément tes clients et il y a même des gens qui vont te détester toi mais qui vont pousser l'algorithme, qui vont te servir, tu vois. Quand on reprend l'exemple d'un créatif, alors un créatif ça va te parler parce que le mec justement dans sa vidéo il défonce le dropshipping mais en mode violent, il les insulte, tu vois. Mhm. Et du coup, moi, je démontre ce truc-là parce que je dis qu'en fait, il a fait exprès d'insulter les dropshippers pour que les dropshippers ils s'énervent dans les commentaires et que ça pousse l'algo. Et du coup, il arrive en tendance, tu vois. En plus, des fois, c'est vrai parce que bon, là, pendant que tu parlais, je pensais à ça, parce que c'est pas le seul à faire ça. Je pensais à Olivier Seban, qui une fois a attaqué, mais bon, en même temps, il a raison, parce que moi, j'étais ancien conseiller en patrimoine, mais pas dans la partie finance. Enfin, le conseiller en patrimoine, c'est de la dope. Enfin, pas le conseiller en patrimoine, les produits de défisc, voilà. C'est lié, toutes ces conneries-là qui font galérer les gens. Et il a fait une vidéo dessus, il a dû arrêter les commentaires tellement il était harcelé. Et je pense qu'il en a quasiment pu reparler. Il en a reparlé avec moi quand je l'ai invité, vite fait. Mais voilà, il y a certaines corporations qui ont évité de Ah parler, non, mais sinon. faut assumer, tu vois. En fait, faut Il assumer. l'a il l'a fait, je Mais, pense, à un moment, mais après, il a dû se calmer parce que c'était trop mais fort, quoi, trop violent. il faut que ce soit cohérent avec ton branding, tu vois. En fait, Mm. dans ton branding, dans ton MVB, c'est bien clair et tu le déroules dans toute ta stratégie de contenu. Tu as ton ennemi et du coup, ça doit être cohérent et tu dois l'assumer, tu vois. Ça peut pas être un truc que tu balances comme ça pour voir et puis après, oh, bah, finalement, Non, je j'arrête. pense que c'est vrai parce que, comme je te dis, moi, je viens de l'immobilier, donc je sais très bien que les produits défis, c'est nul, c'est pas terrible. Donc lui, il l'a dit, mais je pense, bah, après, techniquement, il n'a pas dû le faire exprès. Enfin, il l'a fait exprès, mais il n'a pas
peut-être fait de Ouais, il façon l'a pas marketing. conscientisé comme ça. Ouais. Et puis, à un moment, ça l'a saoulé. Il dit, il va pas faire que ça. Tu vois, il a déjà une notoriété, donc il va pas faire que ça à répondre aux personnes. Oui. Alors, du coup, si tu attaques des gens, il faut que ce soit calculé et il faut que ce soit dans un but marketing. Si tu attaques des gens juste parce que tu as eu un coup de sang à un moment sur un sujet, là, moi, je suis contre. C'est inutile, tu vois. Il faut que ce soit justement prévu et prévu dans la stratégie de contenu, tu vois. Et donc, ça, c'est comme disait, je cherche le mot en français. Oui, c'est soutenable. C'est soutenable, ça, tout le temps. Tu peux détester pendant 5 ans, 10 ans, ou il faut à un moment changer. Bah, le meilleur exemple, on va encore rester dans le rap, mais Booba, sa Ah, il rétention, change toutes les semaines, lui. Booba, sa rétention, c'est d'être agressif et de troller les gens. En fait, s'il reste dans l'actualité, c'est uniquement parce qu'il va insulter les gens et les faire chier. C'est sa stratégie. C'est-à-dire que, ah tiens, ça fait longtemps qu'on m'a pas parlé de moi, je vais aller attaquer quelqu'un. Voilà, c'est tout. En plus, non, mais bon, je vais le défendre parce qu'il est des 92 comme moi. En plus, il est pas mauvais. Enfin, pour ceux qui aiment le rap. Donc, après, c'est un choix. Donc, en plus de faire ça, il a le contenu qui va autour. Comme on disait tout à l'heure, il a la rétention. Enfin, il fait ce qu'il faut pour avoir tout le reste. C'est pas Et juste tu troller vois, pour troller. s'il faisait que des disques et qu'il parlait jamais sur les réseaux sociaux, s'il attaquait personne, il serait pas resté au top aussi longtemps. Ouais, surtout avec tous les jeunes qui arrivent. C'est vrai. Bah, pas mal, hein. En tout cas, ouais, donc c'est assez puissant tout ça. Donc, le MVB et tout ce que tu nous as donné. En Ouais, termes alors, d'outils, en termes d'outils. Oui, excuse-moi. ouais, excuse-moi, j'ai pas fait sur la MVB. Parce qu'en Oui, fait, une fois que tu as ton MVB, du coup, ça va te permettre de dérouler une stratégie de contenu. Parce qu'en d'accord. fait, souvent, par exemple, il y a des gens, ils ont des business et ils se disent, bon, qu'est-ce que je dois publier un truc, tu vois. Qu'est-ce que je vais publier la semaine prochaine sur Facebook, sur Instagram En fait, ils sont toujours en galère, il faut des idées, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que si tu as fait ton MVB, du coup, tu en découles des piliers de contenu, tu vois, des thématiques de contenu. Et puis, de ces thématiques de contenu, tu vas pouvoir les exprimer avec des différents types de posts. Alors, par exemple, j'ai fait une vidéo alors, qui n'est pas sur ma chaîne, qui est sur la chaîne de Léonis Investissement. Je ne sais pas si tu connais. Si, si, je l'ai interviewé. Gabriel. Gabriel. Et, Gabriel. du coup, on a fait une vidéo ensemble sur Respire. Donc, je suppose que tout le monde connaît le déodorant Respire. Oui. Et en fait, donc j'ai décortiqué un peu leur stratégie MVB. Donc, je suis parti de leur MVB, leur ennemi. Oui, c'est pour ça que j'ai décidé de faire un déodorant 100% naturel avec le storytelling qui va avec. Genre, on m'a détecté une tumeur au sein et tout ça, leur faire pleurer et tout ça. C'était un peu cynique, mais très bien, très bien, très bien vu. Et du coup, de là, ils ont édité, de leur MVB, ils ont édité plusieurs thématiques. Donc, tu as la transparence, tu as le naturel, tu as le côté sportif lié à la performance et l'entrepreneuriat, tu vois. Et en fait, quand tu regardes après leur compte Instagram, tu vois que chaque post correspond à une thématique. C'est-à-dire que ce post-là, il est fait pour exprimer cette thématique-là. Ce post-là, il est fait pour exprimer cette thématique-là. Et du coup, en fait, quand tu as tes thématiques prévues et que tu sais quel type de post tu vas pouvoir utiliser, parce que là, pour le coup, le framework art, du coup, va t'aider. Tu vois, je suis sur Instagram. Qu'est-ce que je veux faire avec ce post? Je veux que ce soit un post qui va me faire du referral ou je veux que ce soit un post qui va renouveler l'engagement pour la rétention, tu vois? Et les types de posts que tu peux faire, genre mettre un sondage, genre personne ne peut m'abattre, genre Paulo Coelho, tu vois, tu sais que du coup les gens vont liker, donc ça va relancer l'engagement pour le post d'après, tu vois. En fait, tu as ton expérience réseaux sociaux qui va être associée donc à ce que tu veux en faire et surtout avec tes thématiques. Et du coup, à chaque poste, il y aura l'expression d'un élément de ton branding. Et du coup, en fait, c'est du branding qui est induit, tu vois, et tu rappelles constamment tes éléments de branding. Tu rappelles constamment c'est quoi tes valeurs, tu rappelles constamment c'est qui tes ennemis, la vilaine industrie pharmaceutique, la vilaine industrie des cosmétiques qui fait que ça donne des cancers aux pauvres femmes et tout ça, alors que nous, on a décidé de faire des trucs 100% naturels. Et on est transparent, regardez, on vous montre les ingrédients. Tu vois, tout ça en permanence, c'est rappeler, rappeler, rappeler. Ils rappellent toujours les éléments de leur branding. Et c'est un super exemple, Respire, en termes de branding, parce qu'après, ils mettent une couche de storytelling de la meuf qui a créé ça, Justine Hutto, c'est hyper intéressant. Ouais, parce qu'en plus, elle a aussi une histoire liée à ça. Et ouais, Mais tu vois, c'est le pas. storytelling de Justine Hutto est lié à leur MVB. C'est-à-dire qu'ils ont leur ennemi, qui est l'industrie cosmétique, tu vois. Et on va dire, bah, quand ils sont arrivés, on dit on est les seuls à proposer un, Produit un naturel. déodorant 100% naturel. Ce qui n'était pas vrai, mais on s'en fout, tu vois. C'est ça le truc. Après, tu as des limites éthiques, mais au moins, c'est cohérent, tu vois.
D'accord, je vois. Et parce que là, en fait, quand tu parles, parce qu'on parle plutôt ici pour des solopreneurs, des petits patrons de TPE, PME, ça paraît un peu flippant. Ça paraît simple et clair, mais tu te dis, est-ce Ouais. que moi, je peux l'appliquer si je suis pas un peu marketeur? Si tu pas trop marketeur, tu es plutôt technicien de ton domaine. Est-ce que donc ça, tu vas te faire aider par un stratégiste qui va te faire la base? Parce qu'après ça, quand tu parles, quand tu expliques, quand tu as la base, le reste, après, vient tout seul, entre parenthèses. Quand tu as fait le Ouais, branding et tu j'avoue. sais ce que tu veux. Mais est-ce qu'il faut se faire aider? Est-ce qu'il faut faire tout seul? Est-ce que tu as des outils aussi pour t'aider un peu? Parce que là, on parle de réseaux sociaux, de plein de trucs. Donc, des fois, on peut se dire, mais attends, mais c'est bien ce qu'ils ont dit là, mais c'est super intéressant, mais je ne le ferai pas tout seul, c'est compliqué. Alors, j'avoue que là, pour le coup, c'est plusieurs années d'expérience et du coup, je ressors ça comme si c'était des évidences. Mais en fait, il y a des concepts de base et il faut les intégrer, ces concepts, pour pouvoir réussir à les manier. Et pour moi, le meilleur moyen de les intégrer, c'est de les regarder en situation. Et donc, pour le coup, alors c'est pas de la publicité, mais si vous regardez les trucs, ce que je produis comme contenu, donc que ce soit sur mon podcast ou sur ma chaîne YouTube, justement, je mets en relief des exemples. En fait, il n'y a rien de mieux que les exemples. Et du coup, on voit un exemple dans un type d'activité, on dit, ah, c'est comme ça que ça s'exprime, ce concept pour lui. OK, je vois ça pour Starbucks, je vois ça pour PNL, pour Asphalt, pour le slip français. OK, je commence à appréhender comment on utilise ce concept. En fait, il y a le concept de base, on le lit, ça paraît clair, mais de là à l'utiliser, voilà, déjà, ça va être plus compliqué. Mais quand on voit des exemples, du coup, on le voit sous différents angles et on commence à comprendre. Et comment on va l'adapter. Mais après, la méthode la plus simple, c'est justement d'essayer de s'extraire de la complexité. Donc, c'est-à-dire qu'on va pas essayer de chercher des outils, des trucs et tout ça, parce qu'on a souvent tendance à croire que les outils vont nous aider à rendre les choses plus simples. Mais ça va être l'inverse, en fait, ça va nous rendre les choses plus compliquées. C'est-à-dire que la première chose à faire, ça va être de prendre une feuille et un crayon et de dire, voilà, j'ai mon art, et on va lister qu'est-ce que ça représente. En fait, c'est quelle métrique correspond à quelle étape. Qu'est-ce que c'est pour moi l'acquisition? Qu'est-ce que c'est pour moi l'activation? Exemple, Facebook, ils se sont posés et ils ont dit l'activation, pour nous, c'est quand un utilisateur, il a 7 amis en 10 jours. Voilà. C'est eux qui ont décidé. Ils ont dit, voilà, l'activation, pour nous, c'est ça. Après, tu as des trucs génériques. Si tu as un e-commerce, tu n'as pas besoin de chercher. C'est juste la jouer au panier. C'est simple. Et en fait, tu vas juste écrire, tu vas faire tes colonnes et tu vas dire, bah voilà, pour l'activation, c'est ça, la rétention, bah, c'est ça. Et puis, une fois que tu as la métrique qui correspond, et ben, une fois que tu l'as identifié, la métrique, tu trouveras toujours un moyen de l'améliorer. Et c'est ça la clé, en fait. C'est vraiment de réussir à identifier le chiffre que tu veux faire bouger. Parce qu'une fois que tu l'as trouvé, et ben, tu vas essayer plein de trucs et tu vas réussir à le faire bouger. Et du coup, si tu veux augmenter ton bouche-oreille, ton referral, tu y arriveras. Si tu veux augmenter ta rétention, tu y arriveras. Pourquoi? Parce que tu l'as mesuré en amont. Donc pour moi, c'est ça la méthodologie. Et puis après, tous les concepts plus compliqués, en fait, c'est avec des exemples que tu vas pouvoir te dire, ah ok, voilà comment je pourrais l'utiliser pour moi, parce que lui, il a fait comme ça. Et du coup, tu as un peu besoin de contenu, en fait. Tu as un peu besoin de consommer du contenu. Donc évidemment, le contenu que je propose est assez efficace pour ça, mais même sans moi, eh ben, il y aurait moyen de trouver des études de cas marketing. En fait, c'est vraiment Enfin, il faut juste garder les yeux ouverts et être un peu curieux, on va ouais, dire. avoir les yeux ouverts et voir les choses, ça nécessite d'avoir intégré les concepts, alors que lire des études de cas ou regarder des études de cas sur YouTube ou des trucs comme ça, eh ben, ça te mâche un peu le travail. Donc la première étape, c'est de trouver par exemple tous les articles qui parlent des études de cas, de comment cette marque a grossi ou comment ils ont fait. Et c'est ça la première étape. Et une fois que les concepts sont plus clairs, après, on peut regarder les autres et on peut voir les concepts dans leur activité. Mais la première étape, c'est vraiment les exemples et puis se poser pour dire, bah, d'accord, ça c'est bien, mais en quoi ça se transpose chez moi et qu'est-ce que ça représente? D'accord. Et en général, les études de cas sont toujours, entre parenthèses, efficaces ou parce que des fois, tu as des tendances qui passent, on va dire. Quelqu'un l'a fait une fois et tu peux pas trop vraiment le reproduire? Ou est-ce Ouais. que ça dépend en fin de compte de son marché et de sa structure? Bah là, pour le coup, le concept du gros hacking qui revient. C'est-à-dire que dans les études de cas, quand on va vous montrer des concepts gros hacking, surtout euh, des petites techniques qui ont marché, en fait, et ils ont perdu leur impact, effectivement. En fait, ce qu'il faut retenir des études de cas, c'est plus la méthodologie, plus que les techniques. D'accord. Et donc sans se dire qu'il faut remanier ou réinventer cette méthode-là? Parce que des fois, on peut se baser sur une méthode, dire: «Voilà, le monde a changé, je connais cette plateforme-là,
je vais modifier ce qui a été fait pour aller sur ce qui se fait actuellement, une tendance actuelle. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est plus la méthode parce que effectivement, si tu lis une étude de cas qui a 3-4 ans, ben, c'est sûr que si tu répliques les choses qui ont été faites, ça aura beaucoup moins d'impact. Donc, ça, c'est sûr. Ouais, tout le monde l'a Mais fait en dans le même temps. marketing, en fait, il y a un truc très simple qu'il faut adapter tout le temps. C'est quand tout le monde fait un truc, bah, faut faire l'opposé. Mm. Si tout le monde fait du scrapping LinkedIn et envoie du cold email, bon, peut-être que ça marchera un peu si vous le faites, mais si vous voulez un gros impact, bah, faut essayer de faire autrement. Faut essayer de varier. Est-ce que finalement, identifier l'endroit où les gens travaillent dans la boîte et aller leur mettre des flyers sur leur truc ou leur livrer une personne qui leur donne des bonbons. Enfin, comment ils vont se rappeler de vous? Est-ce que c'est avec un énième email qui arrive en disant salut, machin? J'ai vu que. Ou alors, est-ce que ça va être avec une approche différenciante, quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de canal qui gagne éternellement. Il y a juste des gens qui sont dans les premiers à le faire et qui ont le plus d'impact, et ceux qui arrivent à la traîne, eh ben, ils ont moins d'impact. Donc il faut essayer toujours d'avoir le recul, de se dire, bah, en fait, le marketing, c'est se différencier. Et si je fais comme tout le monde, bah, je me différencie pas, donc je suis pas dans le vrai, quoi. Je suis pas dans le principe du marketing, quoi. Mm. Faut être le first mover, et puis si on vient après, en général, il reste les miettes. Ouais, Mais c'est bon. ça. Ben Yann, grand merci. Je vais te poser les questions que je pose à tous mes invités en fin d'interview. Donc, je mettrai bien sûr tous les liens donc, dans le résumé pour ceux qui veulent te joindre et avoir toutes les vidéos et les podcasts que tu proposes. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Quel est le business dont je rêve? Ouais, s'il y a un truc que tu rêves mais tu n'as pas encore créé. Alors, moi, mon business de rêve, c'est Doctolib, mais il existe déjà. Ah, c'est vrai que c'est un super business. Hein. Doctolib, Et c'est c'est que le début magique. encore. Doctolib, c'est magique. Et là, en plus, avec l'arrivée de la visio, ils vont Ouais. faire leur truc en visio. Ben, j'en ai fait moi déjà. Franchement, ils vont tout Mais cartonner. bon, bah, ils sont malins parce qu'en visio, tu viens, mais tu peux pas faire grand-chose. Ils vont te donner deux, trois trucs, mais après, ils te demandent de comme venir sur place. Mais bon, c'est un début pour savoir traiter, savoir si tu as un problème. C'est pour les trucs de base, c'est pas pour les trucs techniques parce que j'ai voulu faire un visio en cardiologue. Il m'a pris le rendez-vous. Après, il m'a dit non, il faut venir sur place, ce qui est logique parce qu'il y avait une échographie, des trucs à faire. Mais bon, il m'a Mais fait un tu premier vois, diagnostic. tout dans Doctolib est au top, quoi. Dans le business model, donc, on a des trucs en abonnement. Dans les canaux d'acquisition qui font que, bah, en fait, il y a. C'est-à-dire que et même quand tu connaissais pas Doctolib, tu appelais un docteur et le docteur sur son répondeur, Il il te disait renvoie. réservé sur Doctolib. Je trouve ça dingue, moi. Et Au puis début, quand au tu début, je trouvais ça dingue. Je me suis dit, putain, ils sont abusés, mais ils sont malins, c'est tout. et Et en puis fin dans de l'autre compte, sens, ils ont rendu pareil. service au docteur qui veulent pas se saouler. Tout à fait. Ouais, et dans l'autre sens, c'était pareil. Tu tapes le nom d'un docteur et le premier résultat dans Google, bah, c'est sa fiche Doctolib. Et le mec, il est même pas au courant. C'est-à-dire que t'es sur sa fiche Doctolib, tu te dis, ah, je peux pas réserver, c'est bizarre. Du coup, tu l'appelles, tu réserves, et quand tu vas le voir, tu dis, bah, on peut pas réserver sur Doctolib. Et le docteur, il fait Docto quoi? Et après, il y a le sales qui arrive, qui débarque, coucou, on est Doctolib. Ah, c'est magique. Ouais, tout à fait. Franchement, le modèle est top. Ils sont en phase. Là, ils ont eu le bon moment. Maintenant, ils ont le trust quasiment. Enfin, c'est le meilleur business que j'ai jamais vu, Doctolib. Ouais, très malin. Quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eue? Euh, Bah, en fait, j'avais une application mobile qui s'appelait LP, qui était un coup de main à la demande. C'était sur vertical déménagement, bricolage, ménage, tu vois. Ouais. Et pour le coup, on était vraiment, vraiment dans le cliché de la startup, tu vois. On était à The Family et tout ça. Et on était en mode, ouais, on va conquérir le monde, tu vois. Et du coup, c'était un bon moment. C'était un peu utopiste, mais c'était une bonne expérience. Je dirais que quand j'ai vraiment été dans le délire startup à fond et que je voulais croquer la terre entière, c'était un bon moment. D'accord. Quel est pour toi donc, le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Euh, alors, le meilleur ou le plus efficace, en fait? Les deux alors, tant qu'à faire. Parce que la raison pour laquelle les gens deviennent entrepreneurs, c'est souvent parce que ils ont des opportunités bouchées, Ouais. ils n'ont pas le choix, en fait. Et, du coup, il y a des moteurs psychologiques qui vont s'ajouter. Par exemple, si tu trouves que tu as vécu une injustice sociale, tu vois, ou ce genre de choses, ça va être des moteurs, en fait. Par exemple,
on reprend, alors on n'est pas du tout dans une injustice très commune, mais si on reprend le CEO de Doctolib, Ouais, bah, le mec était bègue. Il l'est d'accord. toujours d'ailleurs. Quand tu regardes une conférence, il a toujours du mal à parler, tu vois. Pourtant, il fait Et beaucoup de du conférences, lui, hein. Ouais, et ben tu vois, je pense qu'il a dû souffrir toute sa jeunesse, tu vois, il a dû se faire défoncer tout le temps, tu vois. Et je suppose qu'il a vécu ça comme une injustice, mais ça peut être une injustice sociale, ça peut être plein. En fait, c'est des moteurs en fait, et du coup, c'est un peu comme des blessures internes. Et toi, tu veux te prouver à toi-même que tu mérites ces opportunités, tout ça. Et en fait, c'est ça le plus efficace. Ouais, C'est c'est ce pas le qui te plus, donne des vrais pourquoi, on va dire. Tu te dis, ouais, ouais, parce c'est qu'on pas le m'a fait plus ça, simple. ben, je vais me venger. Mais c'est pas le plus sain des moteurs, mais c'est un des meilleurs moteurs. Quand tu regardes les gens qui réussissent vraiment, C'est vrai. ils sont tous un peu névrosés en fait, en vrai, hein. Ils sont tous vraiment, ils ont des choses à prouver, ils veulent se prouver à eux-mêmes des trucs. Ils sont, ouais, mais c'est très courant, mais c'est ça, malheureusement. Si l'idée de marketing, c'est avoir de l'empathie et comprendre les gens, bah, quand tu vois les entrepreneurs, tu comprends que ceux qui réussissent, ben, c'est ceux qui sont pas hyper à l'aise dans leur basket, tu vois. Parce que ceux qui sont cool, qui n'ont aucun problème, ils n'ont pas de raison de se tuer à la tâche, tu vois, ils s'en foutent et du coup, ils deviennent jamais des gros entrepreneurs, quoi. Ouais, ils ont rien à prouver, quoi. Ils Ouais. vivent normalement, quoi. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? J'aurais dû préparer ces questions, ça aurait été une bonne idée. Eh ben non. Voilà. Alors, moi, je conseille pas les livres. En fait, de manière générale, comme je te disais, une fois que tu as appris, tu as intégrer des concepts marketing, ben, ce qui est bien, c'est de les voir sur des trucs qui sont pas forcément marketing. Et c'est là que tu trouves les meilleures idées. Les meilleures opportunités sont pas forcément dans des bouquins business et des trucs comme ça. C'est ce qu'on m'a dit ici, ouais. On m'a dit, quand il faut être créatif, il faut aller chercher peut-être des romans, des trucs Ouais. qui vont te... Et moi, je suis plutôt biographie, en fait. Ah, aussi, bon, C'est-à-dire les que deux alors. justement, lire la vie d'une personne, ça m'apprend plein de trucs. Et du coup, en fait, le marketing est très lié à la sociologie, je trouve. Et en fait, euh, tu iras toujours plus loin en marketing, même si tu n'as pas les méthodes. Tu iras toujours plus loin en marketing si tu comprends les gens, si tu as de l'empathie. L'empathie, ça ne veut pas dire de la sympathie, tu vois, c'est deux trucs différents. L'empathie, ça veut dire comprendre les gens, ça ne veut pas dire ressentir leur joie ou leur malheur, tu vois. Et en fait, quand tu comprends les gens et que tu fais des efforts pour comprendre la sociologie des gens, là, tu deviens bon en marketing parce que tout devient plus simple. Et pour Donc, le coup, quelle serait pour toi la meilleure biographie euh, alors, moi, j'aime bien les biographies de gangsters, mais enfin, j'ai pas de vrai. En fait, en vrai, je peux rester bloqué sur une biographie à la con, genre je tombe un jour sur Marie-Antoinette ou un truc comme ça, et il y aura toujours un truc à apprendre, en vrai. Moi j'ai des goûts personnels qui vont, voilà, je préfère la biographie d'Al Capone, tu vois, mais c'est pas forcément les choses que je vais apprendre le plus dedans vont pas être liées forcément à l'activité de gangster, tu vois. Et finalement, je vais peut-être apprendre autant de choses dans la biographie de Marie-Antoinette. Donc, c'est vraiment pas un livre que je peux c'est plutôt des conseiller. trucs concrets, alors que dans la biographie, t'as des trucs qui sont réalistes, concrets, c'est Ouais. pas de l'imaginaire. Maintenant, si on veut parler business, si je peux conseiller quand même un livre business, c'est Lean Analytics, ça s'appelle. Lean Analytic. Et là, pour D'accord. le coup, on est vraiment à fond dans les méthodes startup de gros hacking process, en fonction de ton type de business, ce que tu dois faire. Donc finalement, c'est assez lié à notre conversation où on essaie de détailler le framework R pour différentes activités. Lean Analytics, ça va être en gros pour moi le top de ce qui ressort des méthodes startup et ils vont t'expliquer sur différents types d'activités. Tu veux faire tel type d'activité, tu veux faire celle-là, et ils vont t'expliquer que vaut mieux faire ci, vaut mieux faire ça, et ils vont te donner plein de termes de startup à la con, et c'est très bien. Et là, c'est pour se faire des nœuds au cerveau, c'est ça. En fait, c'est les deux, le grand écart. Biographie de Marie-Antoinette, c'est pour comprendre la sociologie, et c'est avec ça que tu pourras toujours faire du marketing. Et si tu veux vraiment utiliser plutôt les méthodes assez actuelles, eh ben, tu as l'inalytique qui te donne des méthodes pour, même limite, c'est un peu une to-do list, tu vois, de choses à faire en fonction d'un type de business, tu vois. C'est donc de Benjamin Yoskowitz et Alistair Kroll. Merci Ouais, c'est ça. Google. Ok, donc dernière question. Donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Une compétence qui existe Ah, ou genre j'ai dit ça existe pas. que tu rêves d'avoir, donc après tu fais ce que tu veux.
Alors après, ce que je rêve d'avoir, c'est des trucs qui n'existent pas. Parce que sinon, les autres compétences, tu vois, moi, j'ai envie de lire dans la tête des gens, j'ai envie de voler, tu vois, ce genre de trucs. Mais par contre, des compétences que j'ai pas vraiment et que j'aurais envie, il n'y en a pas trop, en fait. J'avoue, Ah, tu connais bien ton domaine, quoi. ouais, je t'avoue que, en fait, si j'aimerais bien creuser plus dans la sociologie. Donc, être plus sociologue, ouais. Ouais, plus intégrer les concepts de sociologie plus, de façon plus poussée, parce que c'est vrai que j'ai pas trop le temps. Ça, j'avoue, mais c'est encore dans un but de ROI, tu vois. C'est parce que je sais que ça va me servir, tu vois. C'est plus dans un intérêt plus que dans une compétence que j'aimerais avoir, quoi. Après, c'est vrai que des compétences artistiques, j'en ai pas trop et ça m'intéresse pas spécialement. Non, j'ai pas vraiment de trucs que j'aimerais avoir que j'arrive pas. Je faisais de la musique, je savais en faire, donc c'était ok. Je savais danser, c'était ok. Mais tu vois, moi, j'ai toujours le truc où quand je veux faire un truc, j'essaie de le faire. Et une fois que j'ai compris euh, que je pourrais y arriver, bah, je vais pas jusqu'au bout. Après, je laisse tomber, tu vois. Tu prends juste les bases et puis tu sais que tu peux le faire, allez. Ouais, et Tu t'ennuies. une fois que le mystère est tombé, que j'ai vu qu'en fait c'était tout à fait possible, bah, ça m'intéresse moins, tu vois. Bon, Donc, du coup, on reste sur la sociologie. ouais. Yann, grand merci. On a appris plein d'informations, donc je pense que les gens vont te harceler, j'espère. Ils vont prendre tes conseils ou aller lire tes articles, écouter ton podcast aussi. Donc c'est art appliqué, non, c'est ça? Ou podcast? C'est ça. Ou Le podcast, c'est art appliqué. art appliqué, voilà, Et puis ma chaîne, podcast. c'est mon nom. C'est mon nom. Voilà. Bon, eh ben, toi aussi Instagram qui est pas mal aussi, donc il faut y aller. Donc, ben, Yann, je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup de m'avoir reçu, Thierry, et tes questions étaient très, très pertinentes. C'était cool d'échanger comme ça. Merci, à bientôt. À bientôt, salut. Ciao. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur Lifestyle jusqu'à la fin. Si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais, donc partage cet épisode, like-le, commente-le et bien sûr mets note numéro 5 s'il te plaît. Donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast, iTunes, Spotify, enfin tu les connais. Si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email, envoie-moi un email à contact@thierry-lucis.fr contact@thierry-lucis.fr. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.